What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, ladies? Oui, ladies, spécifiquement aujourd'hui, même si je sais qu'on a seulement un petit pourcentage d'auditeurs masculins qui nous écoutent à chaque semaine. On vous salue, toujours, et je suis très reconnaissante pour vous aussi. Mais aujourd'hui, c'est une conversation awesome spécifiquement dédiée à vous, mesdames, puisque j'ai l'honneur de m'asseoir avec Dr. Charlotte Gamache, donc qui est psychologue spécialisée en images corporelles et troubles de la conduite alimentaire. J'ai découvert Charlotte sur les réseaux sociaux il y a plusieurs mois, puis j'ai tout de suite été attirée par son message, la façon qu'elle aide ses clientes, sa mission de vie aussi qui est très ambitieuse, mais qui me rejoint, qui est très complémentaire à la mienne. Donc, je suis super reconnaissante d'avoir enregistré cette conversation-là avec elle il y a quelques semaines et de vous la partager aujourd'hui. Donc, Charlotte va nous parler de sa mission en détail, mais rapidement. Elle a une envie d'accompagner les femmes à se sentir mieux qui part de loin. Elle a une maman qui était boulimique, adepte de chirurgie plastique, toujours insatisfaite de son apparence physique et elle-même a souffert de dysmorphie corporelle sévère à l'âge de 19 ans. Donc, un peu comme moi, avec mes troubles alimentaires à ma début vingtaine, notre expérience personnelle, ce qu'on a observé dans nos familles respectives et maintenant au niveau professionnel, ça fait en sorte, comme je disais, qu'on a une mission qui est très, très similaire ou plutôt qui se complète très, très bien. Fait que pour l'instant, elle aide les femmes à reprendre le contrôle de leur corps, puis surtout à ne pas passer à côté de leur vie. Elle aide aussi les professionnels, comme moi en fait, qui travaillent déjà en nutrition, en mindset, à accompagner les femmes vers une transformation de leur image corporelle pour qu'on puisse se défaire des fameux idéaux corporels ridicules qui sont véhiculés à la société et qu'on puisse s'aimer puis s'accepter une fois pour tout. Wouldn't that be an awesome world? Donc, je vous en dis pas plus. Je vous laisse écouter la conversation qu'on a eue, Charlotte et moi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous donner votre feedback, poser vos questions, connecter avec Charlotte et faire appel à elle si vous croyez que ses services peuvent vous bénéficier. Donc, sur ce, bonne écoute! Donc, bienvenue, Charlotte, sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Merci d'être là. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, Claudia. Puis merci de cette invitation. Ça me fait plaisir. Ben oui, je t'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, à l'automne 2021, puis j'ai tout de suite plutôt été vraiment attirée par ton message, par ta mission, qui rejoint une grosse partie de la mienne aussi. Donc, je suis vraiment reconnaissante qu'on puisse jaser de ça aujourd'hui. Je suis certaine que ça va aider à inspirer toutes les femmes qui nous écoutent. Donc, justement, toi, tu es psychologue et tu te spécialises en image corporelle. Tout ce qui est, coaching en nutrition, troubles alimentaires, mes clientes qui mangent leurs émotions, qui ont un discours interne négatif, qui se regardent dans le miroir, qui se comparent. C'est quelque chose qui est tellement, tellement, tellement flagrant et populaire dans le mauvais sens, je veux dire, dans la société. Donc, avant qu'on rentre dans ce sujet-là, j'aimerais savoir un peu plus ton histoire. Est-ce que tu as toujours voulu être psychologue? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans ce domaine-là qui est hyper intéressant? Écoute, pour répondre à ta question, oui, j'ai pas mal toujours voulu être psychologue. C'était un rêve de jeunesse, en fait, un projet depuis que je suis assez jeune. Il y avait un psychiatre dans la famille éloignée et je trouvais que ça avait l'air... en fait, j'étais vraiment fascinée par son travail. Puis, je trouvais ça, j'étais quand même touchée dans le fait qu'il accompagne les gens, qu'il aide les gens. Puis, ça m'est quand même toujours resté en tête. Ça m'a suivi quand même longtemps. Puis rendu le temps de choisir, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, là? Autour des années du cégep, là, la période un peu difficile où on se remet en question, je me suis dit, faut que je remette aussi en question ce projet-là. Je l'ai depuis plusieurs années, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Puis, je suis arrivée à la conclusion que moi, ce que je veux faire, comme toutes, ou bien des gens de 17 ans, ce que je veux faire, c'est que je veux changer le monde. Rien de moins. Rien de moins, je comprends ça. Si je peux, c'est un petit défi de même. Puis, je me dis, écoute, si à travers ma profession, je peux changer le monde d'une personne ou de quelques personnes, c'est déjà formidable, ça me convient.
Donc, c'est un petit peu comme ça que je me suis que j'ai choisi d'être psychologue, que j'ai commencé ma carrière de psychologue. Au début, j'étais vraiment spécialisée en psychologie de la santé, puis plus spécifiquement en psycho-oncologie. Donc, j'accompagnais mon projet doctoral, c'était vraiment autour des patients oncologiques en fin de vie, choix de traitement oncologique, etc. J'ai travaillé dans des hôpitaux, mes stages étaient hôpitaux, même en soins palliatifs à quelques occasions. Et puis c'était vraiment la relation au corps, hein, vraiment la relation esprit-corps qui m'intéressait énormément. Et puis, tu sais, on choisit pas, initialement, c'est vraiment la santé physique, on choisit pas, on peut prendre soin de notre santé, mais il y a bien une grande part de la santé qu'on a qui échappe à notre contrôle. Puis je trouvais ça intéressant de voir comment est-ce que l'être humain s'ajuste à ses conditions médicales ou comment est-ce que l'être humain peut s'ajuster à la santé de son corps. Finalement, assez rapidement, je me suis rendu compte que le milieu oncologique ou palliatif, c'était pas pour moi. J'admire les personnes qui sont capables vraiment de travailler sur le long cours parce que c'est quand même assez difficile. Mais il y a toujours comme un fil conducteur l'intérêt pour le corps, la relation qu'on a avec notre corps. Puis comment, encore une fois, on choisit pas notre santé, mais on choisit pas non plus la forme, l'apparence de notre corps. Puis comment est-ce qu'on peut apprendre à mieux vivre avec ce corps-là, finalement. Wow! Fait que là, ça fait combien de temps que tu te spécialises justement un petit peu plus dans ce qui est estime de soi, travailler avec les femmes, travailler leur relation avec leur corps? Ça fait depuis 2014-2015, là, ça va faire un 7 ans là, tranquillement. Fait que ça fait un petit moment. Initialement, là, je travaillais dans les premières années, je travaillais dans une clinique qui était spécialisée dans les troubles de la conduite alimentaire, de l'image corporelle. Puis, tranquillement, là, je me suis intéressée à la relation au corps, à l'image corporelle, qui est, étonnamment, c'est pas un thème qui est très connu ou ni même très maîtrisé des psychologues ou des professionnels de la santé, des nutritionnistes. C'est un thème qui est difficile à travailler. Je sais pas comment ça se passe de ton côté ou qu'est-ce que tu as entendu, mais tu sais, pour avoir évolué dans une clinique spécialisée, l'image corporelle, ça donnait du fil à retordre, mettons. Puis là, je me suis dit, bon, ben là, il est temps que je me penche, que je comprenne vraiment tous les rouages de cette composante-là. Tout le monde a une image corporelle. Pour tout le monde, c'est un défi. Donc, j'ai voulu vraiment m'y pencher plus spécifiquement. Puis, comment tu la définis, toi, l'image corporelle? Comment tu l'expliquerais dans tes mots, là, avec l'expérience que tu as vécue dans les dernières années? Puis... Oui, à savoir c'est quoi l'image corporelle ou pourquoi on a les deux, ta définition. Puis, Ben, l'image corporelle, déjà il y a 4 composantes. C'est comment on se représente notre corps, parce que notre corps objectivement tel qu'il est, mais il y a d'abord et avant tout comment est-ce qu'on se le représente. Après il y a comment est-ce que on s'imagine que les gens perçoivent notre corps. Puis souvent, tu sais, ça pèse beaucoup dans comment on se sent avec notre corps, puis l'aisance qu'on peut avoir avec notre corps, parce que des fois, j'entends des femmes me dire, si j'étais sur une île déserte, je serais bien, mais c'est le regard des gens sur mon corps qui me pèse énormément. Puis après, il y a comment on se sent dans son corps. On peut se sentir libre, tout comme on peut se sentir vulnérable, ou on peut se sentir inadéquat, etc. Puis qu'est-ce qu'on éprouve pour notre corps? Je l'aime, j'ai du respect pour lui, j'ai du dégoût pour lui, j'ai de la colère pour lui, etc. Donc, tu sais, même là, c'est difficile de dire, bon, ben, l'image corporelle, c'est ça, un point, c'est tout. Même la définition, on voit qu'il y a quand même une certaine complexité ici, là. J'imagine qu'il faut travailler vraiment dans les 4 sous-composantes de l'image corporelle pour aller avoir un changement qui est vraiment profond. Oui, puis c'est ce qui rend le fait de le travail de l'image corporelle un petit peu complexe, c'est qu'il faut quand même une bonne compréhension de c'est quoi l'image corporelle, pourquoi elle est telle qu'elle est. Puis là, tu sais, je te décris 4 composants de l'image corporelle, mais après, il y a une multitude d'influences qui peuvent être internes liées à son tempérament ou qui peuvent être externes, dans quel environnement j'évolue, quelle est la culture de ma famille, etc., etc. Donc, faut travailler. Puis c'est pas sorcier, mais il faut savoir ce qu'on fait. Puis je pense qu'il faut être bien accompagné. Mais il faut cibler quand même plein de composantes en parallèle pour vraiment avoir un changement durable.
Mhm. Je suis tellement d'accord avec ça. Tu sais, moi, j'explique toujours ça comme il y a beaucoup de couches. Il y a des couches différentes. Tu sais, quand on veut travailler la nutrition, oui, dans mon cas, il y a la couche à prendre. C'est quoi une protéine? C'est quoi des glucides? C'est quoi des fibres? Tout ça. Donc, la composante éducation sur les aliments. Mais après, t'as beau avoir toutes les connaissances. Si je prends moi comme exemple qui a étudié là-dedans, qui était kinésiologue, qui s'entraînait, ben ça n'empêchait pas le fait que j'avais des troubles alimentaires dans ma début vingtaine. C'était pas le manque de connaissances le problème. Il y a la couche aussi en dessous de, comme tu as dit, la culture de la famille, les traditions, ce qu'on associe à la nourriture aussi. Absolument. Évidemment, l'image corporelle est pas juste en lien avec comment tu manges, c'est aussi en lien avec tes pensées, en lien avec bon, si tu t'entraînes, trop musclé, pas assez musclé. Fait que c'est, comme tu dis, c'est un sujet souvent qu'on va approcher en superficie, mais dans le fond, quand on s'y penche, c'est qu'il y a tellement de couches en profondeur et il faut travailler de façon holistique puis pas s'attaquer juste à une chose pour avoir des changements profonds, là. C'est ça, exactement. Puis souvent, je parlais à d'autres professionnels qui accompagnent qui vont accompagner des femmes au niveau de la relation qu'elles ont avec leur corps, puis elles font tout ce qu'il faut. Elles travaillent bien, elles présentent des exercices, des réflexions qui sont super pertinentes, mais elles vont souvent sentir que ça coince. Puis même si la patiente, la cliente, elle comprend tout ce qui est nommé, elle veut voir ces changements-là, elle veut accepter son corps, elle veut accorder moins d'importance à l'apparence physique. Souvent, on voit que ça coince. Hein. Puis là, ça revient un petit peu à ton image de couche. Ben, c'est que les couches extérieures, c'est maîtrisé, c'est compris, mais il faut aller un petit peu plus dans le vif du sujet, hein, ou de manière un petit peu plus profonde. Puis ce qu'on observe souvent, c'est que il y a des croyances. Il y a des croyances qui vont être associées à l'apparence physique, au poids, à la beauté. Puis tant que ces croyances-là restent inchangées, ça devient très angoissant ou ça devient très compromettant pour la personne d'accepter ou de voir son corps changer. Puis tu sais, parmi ces croyances-là, puis on sait intellectuellement que c'est pas le cas, mais c'est vraiment associé que la minceur, être mince, être fit, être belle, avoir une apparence jeune, c'est gage de réussite, succès, je vaux quelque chose. Acceptation. Exactement. Donc, tant et si longtemps qu'on défait pas cette association-là, puis là, j'en nomme une, mais on peut en nommer plein de croyances qui sont vraiment souvent pas conscientes, mais qui sont très présentes, ben ça coince, peu importe les exercices qu'on fait puis les lectures qu'on fait. Donc, travail en profondeur, je pense que c'est le mot d'ordre. Absolument. Puis, dans ton expérience avec la multitude de clientes avec qui tu travailles ou de patientes, est-ce qu'il y a des thèmes ou des couches ou des raisons ou des programmes qui ressortent, qui sont un petit peu plus populaires ou communs? Est-ce que tu remarques des tendances qui sont plus présentes? Qu'est-ce que tu entends par tendance? Ben, du genre, tu remarques que, je sais pas moi, la majorité des femmes, c'est souvent le regard des autres qui vont leur empêcher d'avoir une image corporelle. Tu sais, Oui, absolument. Ben oui, il y a des tendances claires. Puis c'est ce qui fait c'est ce qui fait, tu sais, une petite parenthèse, j'ai mis sur pied un programme autour de l'image corporelle justement, puis ce qui me permet de le faire, c'est parce qu'il y a des tendances qui sont vraiment très très claires, mais tu sais, ce qu'on va observer en général, c'est que c'est des personnes qui vont être issues d'un certain milieu aussi. Tu sais, il y a une certaine culture dans la famille dans laquelle elles ont évolué, puis l'apparence physique était importante. Ça a pu être exprimé d'une manière ou d'une autre, soit en commentant l'apparence des autres, soit la maman se regarde dans le miroir puis commentait son apparence physique, soit la personne quand elle était enfant, elle a eu des commentaires vraiment directs liés à son apparence physique. Ça se peut qu'il y ait de l'intimidation aussi à l'école autour de son poids, de son apparence physique. Et ça, c'est assez commun aussi. Donc, je te dirais que il y a des expériences qui sont à l'enfance, soit à l'école, soit dans le milieu familial, hein, qui vont vraiment apprendre malheureusement à la personne que l'apparence physique, c'est important. Et pour être acceptée des gens, pour être considérée comme une personne de valeur, hein, faut qu'elle change ou faut qu'elle maintienne une certaine apparence physique. Donc ça, c'est probablement que tu l'entends aussi de ton côté, là, mais ça, c'est comme je veux dire, c'est le terreau fertile pour des préoccupations corporelles par la suite. J'ai observé que c'est des personnes souvent qui sont exigeantes envers elles-mêmes. Puis des fois, elles s'en Je lève mes deux mains. Et voilà. Mais des fois, elles s'en aperçoivent même pas pour dire, ben non, je suis pas exigeante, j'ai réussi même pas si bien que ça. Mais tu sais, il y a comme un amour conditionnel. Hein. Pour être content de toi, pour être fier de toi,
faut que tu sois sacoche, tu sais, faut que tout soit lisse, que tout soit maîtrisé, que le niveau de performance soit élevé. Fait que, tu sais, quand on est exigeant vers soi-même, c'est difficile de faire de la place à ce qu'on juge être moins parfait ou moins beau sur notre corps. Tu sais, il n'y a pas de place pour le moins beau. Tu sais, c'est pas acceptable, le regard de l'autre. Ça, c'est aussi très important. Ouais. La peur du jugement, la peur d'être rejeté, d'être repoussé par les autres. Ouais. Puis après, il y a peut-être aussi une certaine perméabilité aux standards de beauté. C'est des gens qui vont absorber un petit peu plus ces standards de beauté puis vont vouloir un petit peu plus correspondre à ces standards de beauté. Est-ce que tu as observé une différence justement avec ce dernier point-là, avec les réseaux sociaux qui ont explosé dans les dernières années? Oui, mais vraiment, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, c'est un problème. Les réseaux sociaux, c'est un gros problème. Puis, tu sais, souvent la solution, tu sais, on dit, ben, je devrais suivre des comptes qui me font du bien, etc., etc. Mais tu sais, le mieux, là, c'est de déposer son téléphone parce que même si on essaie de bien consommer sur les réseaux sociaux, on est quand même exposé à des photos. Bon, en fait, surtout, le réseau social le plus utilisé, c'est Instagram. Instagram, c'est des photos. C'est des photos de beau. Tu sais, il y a vraiment l'esthétisme Instagram. Donc, le fait de voir des corps, des visages, que l'apparence physique soit mise de l'avant autant, ça rappelle, ça réitère constamment l'idée que être belle pour l'apparence physique, c'est important, alors que ça fait partie du problème. Un des plus gros noyaux des préoccupations corporelles, c'est le fait d'accorder une trop grande importance à l'apparence physique. Donc déjà, on voit trop de visages, ça vient trop de corps en slip avec le mouvement body positive. Puis après, ben il y a un esthétisme, il y a un certain esthétisme avec les réseaux sociaux, hein, puis les filtres qu'on utilise aussi. Ouais. Puis ce qu'on observe, c'est que les standards de beauté sont de plus en plus restreints. Puis tu sais, si on fait juste un saut dans le passé, mettons il y a 15 ans, être mince, t'es mince, tu coches, t'es correct. Maintenant, être mince, c'est pas assez. Il faut être mince et fit. Si t'es mince, mais que t'as pas de muscle, t'as pas de six-pack, ben t'as échoué. Donc il y a comme c'est doublement difficile de correspondre aux standards. Puis là, je parle juste de l'apparence physique, mais même avec les filtres sur le visage, il y a une physionomie très claire qui correspond à la beauté. Puis ça vient vraiment... je parlais à une femme l'autre fois, puis elle me disait c'est fou, avant, il y a une couple d'années, je voyais des visages sur les réseaux, puis les filles, c'était clairement botoxé les lèvres, puis je trouvais ça moche. Je me disais, mon Dieu, ça a l'air des clowns, c'est ridicule. Puis elle dit, maintenant, ça fait 1 an que je vois ça, maintenant, je trouve ça beau. Fait que ça vient aussi jouer avec la représentation qu'on se fait de ce qui est beau, de quoi on devrait avoir l'air, puis on a envie de tendre vers ça. Puis je pense que la problématique est aussi quand on fait ce genre de changement-là, physique, maquillage même, ou changer sa couleur de cheveux, mais que la raison derrière ces changements-là nous appartient pas, puis ça vient pas d'un amour propre. Tu sais, par exemple, j'ai déjà eu une belle conversation avec ma meilleure amie. Puis moi, je me maquille pas. Je me suis maquillée quand j'avais 18-19 ans puis on sortait dans les bars, là. Mais j'ai fait du patinage artistique. Je me maquillais pour mes compétitions. Si j'ai des photos à prendre pour ma baiser, je vais peut-être me mettre du mascara. Mais en général, je me maquille pas. Puis on avait une belle conversation de pourquoi elle se maquillait à tous les matins, tu sais. Elle dit, ben, parce que moi, j'aime ça me maquiller. Tu sais, je me sens en confiance. Je le fais pour moi. Je le fais pas parce que les autres vont me trouver plus belle ou pour faire plaisir à mon chum. Puis cette raison-là qui venait vraiment d'elle, de son amour propre, ça fait partie de son self-care, je trouvais ça vraiment pertinent. Ce qui arrive quand on voit toutes les filles qui se refont les sourcils, les faux cils, le botox, comme tu dis, les lèvres, les seins, les fesses, écoute, name it, de nos jours, il y a tellement de choses qui se font. Tout est possible maintenant. Tout est possible, puis tout est de plus en plus accessible. Mais quand la raison devient je le fais parce que tout le monde le fait, parce que c'est la seule façon d'être belle, de me faire accepter, ou que les gens vont me voir sur Instagram, puis je vais avoir des likes, ben c'est là que, le travail profond a à être fait, là, selon moi. Ben absolument, absolument. Puis tu sais, c'est intéressant ce que tu nommes. On voit vraiment depuis, mettons, 5 ans, une médicalisation de la beauté. Tu sais, avant, là, si t'es belle ou si t'as une apparence qui fait vibrer les gens qui posent leur regard sur toi, ben c'est que t'avais gagné à le tour de la beauté. Tu sais, c'est de la chance. C'est être beau ou naturellement beau, c'est de la chance. Alors que maintenant, c'est comme si il y a une autre option qui est disponible, c'est de médicaliser la beauté. Puis il y a les chirurgies esthétiques, il y a des interventions qui sont moins intrusives, moins invasives, mais qui sont quand même sérieuses.
C'est devenu, ça, j'ai pas les chiffres exacts, mais depuis 5 ans, ça explose partout sur la planète. Puis c'est surtout banalisé maintenant. Je veux dire, si une fille a du Botox ou s'est fait le Fox Eye, là, la petite intervention pour avoir les yeux un petit peu bridés, c'est devenu normal, banal. Tu sais, c'est une décision comme si tu te faisais un tatou ou comme si tu achetais un bijou un peu cher maintenant. Puis le but, c'est de toujours, c'est vraiment une réaction aux réseaux sociaux, puis c'est vraiment une réaction aussi aux standards de beauté qui sont tellement restreint maintenant que ça correspond plus à une apparence physique naturelle. Ouais. Maintenant, pour correspondre à ce modèle de beauté-là, de la racine des cheveux aux orteils, c'est quasiment inévitable de passer sous bistouri, puis c'est presque normal maintenant, malheureusement. Qu'est-ce que tu penses que ça prendrait pour, au niveau de la société, réseaux sociaux, marketing, l'industrie? Je sais que ça fait partie de ta mission là, de défaire ces standards-là de beauté qui sont tellement restrictifs. On a du travail à faire de façon individuelle. Chaque femme a travaillé sur soi. Mais niveau plus collectif, société, pensons pas au comment ça va arriver, là, mais... Oui. Rêvons un petit peu. Rêvons un peu, là. Écoute, Claudia, on a besoin de, tu sais, j'aimerais ça dire 2-3 affaires, tout est beau, mais on a besoin de tellement de changements, puis des changements colossaux, malheureusement. Ouais, mais tu sais, la première chose, là, ce qui est le plus accessible, puis ce qu'on peut pointer du doigt super facilement, là, c'est quelque chose qui me gosse. En bon québécois, ça me gosse profondément. C'est qu'on voit trop de corps. On voit trop de corps. Puis on voit plus de corps maintenant. Mettons que tu passes une demi-heure sur les réseaux sociaux, tu vas voir plus de corps en 30 minutes sur les réseaux sociaux que dans toute ta journée dans la vraie vie. Puis ça contribue à l'impression que le corps, c'est vraiment, vraiment important. Donc moi, j'aimerais ça voir des femmes, mettons sur Instagram, là, j'aimerais ça voir des femmes inspirantes qui ont des choses géniales à dire, qui sont mis en valeur pour ce qu'elles sont, ce qu'elles font, ce qu'elles ont à dire. Alors que là, ce qu'on voit, c'est des images de femmes statiques, puis la femme devient un petit peu un objet, puis c'est son corps. C'est juste son corps, elle est juste là, on la voit juste pour son corps. Donc, de voir moins de corps, puis ça, on va voir une diminution de l'objectification de la femme ici, de voir moins de le body positive, là, j'ai hâte que ça s'essouffle, là. Je pense que ça s'en vient. C'était une de mes questions, ça. Qu'est-ce que t'en pensais de ce mouvement-là? Mais tu sais, ça part de quelque chose, tu sais, de chouette à la base, tu sais, de donner une place à tous les corps. Mais c'est vraiment mal, c'est très, très mal exploité. Parce que, tu sais, on veut donner une place à tous les corps. Ben, moi, je préférais donner une place à toutes les personnes et donc des corps, des apparences physiques, puis des personnalités, puis des genres différents. Mais c'est l'attention mise au corps, c'est très réducteur de l'individu. Puis après, comment le body positive est utilisé, c'est on expose des femmes en slip. OK, on va se le dire, là, c'est tu mets 4 filles en slip, là, t'en mets puis avec des rondeurs, puis là, tu penses que c'est body positive, alors que ce n'est pas du tout, c'est objectifiant. Tu fais juste choisir d'afficher le corps puis de réduire une personne à son corps, à une personne plus ronde. Ça, c'est l'effort qu'on fait, mais ça reste que l'attention est toujours et encore mise au corps. Donc, la diversité corporelle, c'est super intéressant, mais est-ce qu'on peut mettre l'accent sur ce que la personne est? Une politicienne, une artiste, une humoriste, une coach en nutrition, tu sais, une étudiante avec des silhouettes différentes, des styles différents, un genre différent, des âges différents. On n'en parle pas beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de place sur la place publique pour les femmes passées 50 ans. Est-ce qu'on peut voir des âges différents aussi? Donc, je trouve qu'il y a comme une belle réflexion derrière le body positive, mais c'est mal exploité. Je préfère beaucoup plus le courant body neutral. Fait que, tu sais, pour répondre à ta question initiale de collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je pense de mettre de la diversité à la télé, dans les émissions, au téléjournal, à la météo, etc., tu sais, qu'il y a une certaine diversité corporelle, puis des âges différents, des genres différents, etc. Ça, c'est quelque chose que je nous souhaite énormément pour qu'on puisse se retrouver se reconnaître dans ce qu'on voit. Pour qu'on puisse se sentir normal quand on regarde la télé, quand on regarde un film, etc.
Toi, t'as-tu des idées? Ben c'est sûr que moi, je vois les tendances, surtout là, bon, on est en début 2022, tu sais, puis moi, ce que je voudrais éliminer, c'est toutes les espèces de pilules miracles, thé détoxy, espèce de 30 jours de keto intense, la diète de soupe pendant 10 jours, puis toujours utiliser le profit, le marketing, l'argent, puis dire à la femme qu'elle n'est pas assez mince, qu'elle n'est pas assez musclée, donc achète tel supplément, donc achète telle méthode. Moi, j'aurais envie d'éliminer tout ça, d'enlever le mot diète, d'apprendre à bien manger, à nourrir son corps de façon équilibrée. Fait que c'est, je veux dire, t'attends en ligne à l'épicerie, les covers de magazines, c'est que ça. Tu sais, c'est, encore une fois, il y a la femme, il y a les corps qu'on voit, mais tous les sous-titres pour attirer l'œil, les messages que tu peux perdre 10 livres en 10 jours. Ben, pourquoi tu devrais perdre 10 livres? Pourquoi tu dis à toutes les femmes qui regardent ton cover de magazine qu'elles devraient perdre 10 livres? Moi, c'est là que je ferais le gros du travail, mais écoute, c'est une industrie qui ramène des milliards et des milliards et des milliards de dollars, tu sais, fait que c'est... C'est drôle que tu penses ça. J'étais en train d'écrire une pétition autour de ce thème-là, mais je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives législatives, en fait, des initiatives. Je pense qu'il y a beaucoup, tu sais, quand on parle de collectivement, qu'est-ce qu'on devrait faire? Il faut des législations. Tu sais, il faudrait que le gouvernement encadre un petit peu plus ces messages-là qui sont mensongers. C'est de la publicité mensongère de perdre 10 livres en 10 jours, aller acheter ce produit-là. Ben, c'est malsain, c'est mensonger. Comment ça se fait que c'est autorisé? Comment ça se fait que ça circule? Moi, j'habite en France, comme je te le disais, depuis 4 mois. Écoute, dans ma pharmacie, il y a 4 allées de produits de perte de poids. Puis il y a tous les noms, là. Drainage, donc tu peux drainer, brûle-graisse, coupe-faim. Écoute, j'ai jamais vu une offre aussi alléchante. Jamais vu une offre aussi riche que ça. Puis ça me, comme un peu comme toi, comment ça se fait que ça existe? Comment ça se fait? OK, ça rapporte des milliards, mais comment ça se fait qu'on voit ça en pharmacie, qui est censé être un lieu qui prend soin? C'est quand même les gardiens de notre santé, on leur fait confiance, alors que ça peut même être nocif. Tu sais, les pilules de perte de poids, là, même si c'est naturel, ça peut être nocif. Il y a des complications médicales, il y a des visites aux urgences induites par ces compléments-là. Donc, il y a un gros travail à faire ici. Puis, tu sais, imaginons un monde, tu sais, Claudia, imaginons ensemble, un monde, là, où on n'est pas, il n'y a aucun message, hey, viens perdre du poids. Hey, rajeunis puis tonifie ta silhouette. T'imagines te promener, moi j'imagine marcher dans la rue là, puis c'est la liberté là. Ouais, ça fait du bien juste l'imaginer, tu sais. Vraiment. C'est simplement, c'est pas sorcier, on demande pas la lune, c'est juste est-ce que vous pouvez prendre soin de nous puis nous protéger des messages qui sont toxiques, mensongers, tout simplement. Puis tu sais. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, mais sinon, moi, j'ai plein d'autres idées. Vas-y. Ben, tu sais, il y a beaucoup d'initiatives. Je sais pas si c'est encore maman. Non, j'ai un petit garçon de 3 ans. Puis, bon, ben, on regarde des livres ensemble, on écoute des petites émissions ensemble. Et puis, je suis horrifiée de constater qu'il y a de la grossophobie dans des livres pour enfants. Il y a de la grossophobie dans des émissions pour enfants. Tu sais, par exemple, on regardait Pat' Patrouille, qui est vraiment d'actualité. C'est pas comme si on regarde un truc qui date de 25 ans, mais tu sais, il y a le bulldog qui représente le chien un peu plus costaud. Ben, il mange tout le temps, il a toujours faim. Tu sais, c'est épouvantable. Puis il y a une autre émission qui regardait, puis le personnage gros dans le générique qui fait juste s'empiffrer, puis il y a de la nourriture tout le tour de la bouche. Mais tu sais, ça, on transmet ça à nos enfants. J'aimerais ça protéger mon enfant de tout ça, mais il internalise nécessairement ces messages-là. Puis qu'est-ce qu'il comprend? Quand t'es gros, t'es niaiseux. C'est des personnages qui sont niaiseux. Quand t'es gros, t'es niaiseux, tu cours lentement, on se moque de toi. Donc, admettons que mon enfant, là, ben, ça donne que il est gros. Comment est-ce qu'il peut accepter? Tu sais, on dit il faut que tu t'acceptes comme t'es, nanana. Comment est-ce qu'il peut s'accepter quand il grandit avec ce genre de message-là? Dans la littérature jeunesse, c'est la même chose. Puis les super-héros, tu sais, sont super musclés. Les personnages, tu sais, si on regarde les Walt Disney, là, il y a des personnages qui sont de plus en plus inspirants. On parle
la Reine des Neiges. C'est ça, la Reine des Neiges? Oui, Elsa. Mais Elsa, bon, je n'ai pas regardé encore. Je pense. J'imagine. Même si elle est fierce, puis même si elle a un caractère, puis même si elle est elle représente le personnage principal plus intéressant, sa silhouette, là, elle est quand même filiforme, elle a quand même taille de guêpe, elle a quand même des grands yeux, elle a quand même une petite bouche, elle a quand même des lèvres charnues, tu sais. On peut-tu, comme, offrir des modèles plus intéressants puis exposer nos enfants à des messages plus intéressants que ça? Moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire ici aussi. Ouais, parce que je veux dire, le programming puis le conditionnement puis ton subconscient se forme de 0 à 7 ans à peu près, là. Donc, tous ces messages-là, comme tu dis, les jeunes internalisent. C'est la même chose en nutrition, tu sais. Je veux dire, il y a des endroits dans le monde, c'est rendu illégal de mettre par exemple, des cartoons ou des personnages comme un petit tigre ou comme le tiger sur les boîtes de céréales. Puis les épiceries font exprès de les mettre à la hauteur des enfants, tu sais, dans le bas, parce qu'ils marchent. Puis, cool, moi, je veux des céréales avec le gros perroquet dessus, qui sont des Fruit Loops complètement transformés, sucrés. Donc ouais, ça commence très jeune, très, très jeune, ces messages-là. Oui, c'est dommage, tu sais, ça revient un petit peu à ce qu'on disait sur la perte de poids. Est-ce qu'on peut mettre comme de côté tous les bénéfices mercantiles pour veiller, pour mettre au cœur de nos priorités le bien-être des enfants, des femmes, des adultes, etc. Oui, absolument. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des gros changements qui sont nécessaires. On va continuer à travailler fort là-dessus. Au niveau des changements qu'on peut faire, chaque femme, là, chaque individu, parce que souvent tout part de soi. Et bon, malheureusement, ça va prendre énormément d'années et de sensibilisation pour faire ces gros changements-là. Donc, en attendant, une chose qui peut nous aider, c'est de travailler sur soi. Comme on disait au début, là, de faire le travail profond. Où est-ce que tu commences ou c'est quoi 2-3 petites pistes de solutions au travail que tu pourrais suggérer? C'est sûr que idéalement, bon, on consulte, puis on se fait accompagner là-dedans, mais... Oui. Ben, écoute, la première chose que j'ai envie de dire aux femmes qui sont prises avec ces difficultés-là et qui nous écoutent, c'est qu'il y a 1000 choses à faire. Puis tu sais, souvent, on se sent un petit peu démuni là quand on a des préoccupations corporelles, puis on a l'impression que bon, ben qu'est-ce que je peux faire? Bon, ben je vais essayer de changer mon corps, perdre du poids, développer ma musculature, etc. Mais quand vient le temps vraiment de se pencher sur la relation à son corps, là, il y a vraiment beaucoup d'avenues possibles. La première chose à faire, puis je te dirais que c'est comme c'est super accessible. Là. À partir d'aujourd'hui, on peut commencer à tout le faire ensemble. C'est de s'attarder un petit peu moins sur ce qu'on n'aime pas de notre corps. Parce que, je sais pas si tu as remarqué, là, mais je me demande à quel âge ça commence, mais quand on est une femme, quand on est un être humain, qu'on a un corps, j'ai envie de dire, et qu'on se regarde dans le miroir, notre regard est systématiquement attiré vers ce qu'on n'aime pas. Que tu regardes dans le miroir, là, ce qu'on regarde dans le miroir, là, c'est pas notre vue d'ensemble, c'est pas la partie de notre corps qu'on adore, puis hey, ça me fait plaisir de voir ça chez nous, chez soi. Non, on va vraiment cibler ce qu'on n'aime pas, ce qui nous chicote, puis on va faire ce qu'on appelle la vérification. Puis là, je pense pas étonner personne quand je dis qu'il y a personne qui a réussi. Ça n'a pas marché. On l'a tout testé, ça marche pas. Il y a personne qui a réussi à s'accepter puis se trouver belle en ciblant ce qu'elle aime pas. Au contraire, ça vient déformer la représentation qu'on a de soi parce qu'on reconnaît, on accorde plus d'attention, plus d'importance à ce qu'on n'aime pas. Donc, tu sais, souvent, on est le ventre mou qu'on n'aime pas, avec la cellulite des cuisses, puis le nez qu'on trouve trop gros, puis c'est sûr que si c'est ça qu'on retient, c'est pas, on n'en tire pas une énorme satisfaction. Donc, c'est important d'utiliser le miroir autrement. Quand on se regarde dans le miroir, ça sert à rien de dire ton ventre, ton nez, tes hanches, ton fessier, il est comme il n'est pas différent d'hier ni d'avant-hier. Vaut 1000 fois mieux se concentrer soit sur les parties de son corps qu'on aime, soit sur les parties de son corps qu'on trouve qui sont plutôt neutres pour nous. Donc, ça nous laisse ni chaud ni froid. Donc, souvent, les avant-bras, les genoux, les pieds, le cou, ça peut être ce genre de région-là. Ou sinon, de se regarder dans l'ensemble. Mais vraiment, de mettre à la poubelle vraiment le fait de sticker sur ce qu'on n'aime pas. C'est la première chose à faire. Ça fait vraiment une différence. C'est facile à dire. Souvent, c'est une habitude qui prend un certain temps à perdre. Puis moi, je dis toujours que la prise de conscience, c'est toujours la première étape à n'importe quel changement. Donc, souvent, on s'en rend même pas compte. On n'a même pas la prise de conscience qu'on juge ces parties de corps-là négativement plusieurs fois par jour. Oui. C'est aussi simple qu'on passe dans le miroir, j'ai des rides, tu sais, j'ai un bourrelet, mais on s'en rend même pas compte qu'on se dit ça
Tu sais, donc ça se fait, ça se c'est répète, automatique. ça se répète, c'est automatique. Fait que là, juste de prendre conscience, la prochaine fois que vous allez vous regarder dans le miroir, prenez conscience, où est-ce que je regarde habituellement? Puis comme Charlotte, tu dis, tu sais, changer ça vers une autre partie du corps. Je pense que c'est, comme tu dis, super accessible. On se regarde dans le miroir souvent plusieurs fois par jour. Donc, c'est ça. Puis il y a aucun intérêt, tu sais, il y a aucun intérêt, il y a aucune information utile à aller chercher en regardant 5 fois dans sa journée son ventre. Il y a pas, il y a rien qui va apparaître, il y a rien d'intéressant. Ça changera pas, c'est ça. Donc non, c'est ça. Si je peux rajouter un petit point, j'avais déjà vu un exercice avec le travail de miroir, puis la femme, ce qu'elle suggérait, c'est ça, c'est que tu te regardes et évidemment, elle disait la même chose que toi. Là. Évidemment, les premières choses qu'on va observer, c'est les choses auxquelles on n'est pas satisfaite. Puis elle disait de se poser la question. Tu sais, par exemple, elle dit, OK, tu regardes tes seins, puis t'es pas satisfaite parce qu'ils sont soit trop petits, trop gros, il y en a un qui descend plus bas que l'autre. Pose-toi la question, où j'ai appris que mes seins devaient pas être comme ça? Qui me dit, ou ça vient de où cette croyance-là que mes seins doivent être plus gros ou plus petits? Puis quand tu te poses la question, ça vient de où? Ben c'est là que tu peux défaire un petit peu plus la croyance. Même chose avec la cellulite, tu sais, où j'ai appris que je devais pas avoir de cellulite. Puis tu fais comme, dans le fond, j'ai vu ça dans des promotions de machines spéciales ou dans les revues, mais 95% des femmes ont de la cellulite, donc dans le fond, je suis normale. Fait que de se poser cette question-là aussi, je trouve que ça amène le travail un peu plus loin. Tout à fait. Ça l'aide un peu moins. Tout à fait. Puis tu sais, quelque chose d'intéressant, tu dis 95% des femmes ont de la cellulite, ben tu sais, 100% des femmes ont du mal ou n'aiment pas toutes les parties de leur corps. Puis tu sais, de se rappeler, ben écoute, non, j'aime pas, je sais pas moi, j'aime pas mes fesses ou j'aime pas mes cuisses. Mais après, c'est l'expérience de tout le monde. Je te parle, tu me parles, tu peux être sûr qu'il y a des parties de mon corps que je trouve pas magnifiques. Je suis sûre qu'il y a des parties de ton corps que tu trouves pas magnifiques. Puis, on peut connecter très facilement sur ça. Donc, quand on se sent inadéquat, on se sent comme seul au monde, puis de se rappeler que c'est l'expérience de toutes les femmes. Fait que, tu sais, quand tu fais ça, tu peux dire, ah ouais, comment est-ce que ma meilleure amie, comment est-ce que ma soeur, comment est-ce que ma mère, comment est-ce qu'ils deal avec ça? Ben, sûrement que c'est pareil pour elle. C'est pareil pour tout le monde. Puis je pense qu'on peut mettre un peu puis tasser un peu l'autocritique, puis mettre de l'autocompassion ici, de dire, tu sais, de juste reconnaître, hey, on peut-tu se le dire? C'est dur d'avoir un corps de femme à l'époque actuelle. C'est un challenge d'avoir un corps puis de vivre avec notre corps. Puis on peut juste comme vous donner une table de, hey, pas facile, hein? T'es pas comme dans un magazine. Puis on est dans une société qui est compétitive, qui est exigeante, hein? Qui est retouché, c'est pas facile. Ça aussi, ça peut, tu sais, quand on se regarde dans le miroir et qu'on n'aime pas tout à fait ce qu'on aime, ça peut, ça met un bon garde. C'est vrai que c'est pas facile. On va pas faire semblant que tu sais ta cellulite, tu t'as pas envie de la célébrer. C'est ça. C'est pas facile. Bon. Ouais, non, j'aime ça. Peut-être un autre truc au-delà du travail de miroir? Bien sûr. Ben écoute, j'en ai plein. Je pense que, ben, tu sais, si on va un petit peu moins dans les détails, je pense que ce que je recommande vraiment aux gens, la chose à faire, c'est de diminuer l'importance qui est accordée à l'apparence physique, à son apparence physique. Puis souvent, les gens qui sont préoccupés par leur apparence physique ont tendance à accorder une grande importance à leur apparence, hein. Puis ça va se faire au détriment des autres dimensions de leur personne. Tu sais, quand tu passes 1 heure dans ta journée à déprimer parce que tu as pris 5 livres ou parce que tu as une nouvelle ride qui est apparue, ben, c'est 1 heure de ta journée où tu ignores toutes les autres facettes extraordinaires de la personne que tu es. Donc, tu sais, prenez le temps, là. Faut prendre le temps d'explorer ses intérêts, d'investir, tu sais, de s'investir dans ses intérêts, de reconnaître qu'est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on rayonne autour de nous, de qu'est-ce qui nous rend fiers de nous, quand est-ce qu'on vibre vraiment. Puis d'investir, de cultiver davantage ces composantes de notre personne. Ça permet de diminuer un petit peu le poids ou l'importance que notre apparence peut avoir dans notre vie. Après, un autre truc, c'est de développer, en fait, ça c'est vraiment clé, là, faut développer un regard critique. Tu sais, on veut tout là correspondre à ces standards de beauté-là, on voudrait tout être super belle, on voudrait tout comme être une fille des magazines, whatever. Mais tu sais, quand on y pense, est-ce que c'est en phase avec nos valeurs, tu sais? C'est moi, je prends mon exemple. Je me considère féministe. Je pense que de plus en plus de femmes se considèrent féministes. Comment est-ce qu'on peut concilier ces valeurs féministes, ce respect-là qu'on a pour la femme et le désir de correspondre
ou d'avoir un regard aussi réducteur sur soi, hein, que on devient hors de mental, hein, que notre apparence physique, c'est ce qui est le plus intéressant de nous, hein, et que l'apparence physique, c'est super intéressant. En quoi est-ce que c'est compatible avec tes valeurs? En quoi est-ce que c'est compatible avec ce que tu juges être beau et bon? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu veux endosser ça ou est-ce que tu veux rejeter ça pour être un petit peu plus en phase avec toi-même? Donc, ce petit d'apprendre à se connaître, de développer ses valeurs, ses principes, ça permet de se protéger. C'est vraiment une bonne protection à l'égard de ces standards de beauté, là. Mm-hmm. On a parlé plusieurs fois du regard des autres, hein. Moi, je pense que ça, c'était vraiment le point principal quand j'avais, parce que je veux dire, kinésiologue, athlète depuis que j'ai 5 ans, tu sais, j'avais l'impression que les gens me jugeaient, me regardaient, puis je faisais de la projection, évidemment, là, qui se disaient, ben mon Dieu, Claudia, elle s'entraîne tout le temps, puis elle est dans le domaine, comment ça être grosse de même? C'était littéralement ça que je me disais, tu sais. Donc, c'était toujours le regard des autres, tellement de shame, hein, de honte d'avoir ces troubles-là, puis de pas en parler pendant longtemps. Même chose, une piste de solution, une réflexion qu'on peut avoir quand c'est surtout le regard des autres qui fait en sorte qu'on n'est pas à l'aise, justement, puis qu'on a ces troubles-là là, avec notre image corporelle. Je veux dire, c'est un méchant travail profond, là. C'est ça. Puis, ça c'est un gros bloc là, que tu me présentes là. Mais je pense que c'est correct. Tu sais, souvent, on se dit, je devrais m'en foutre du regard des autres, mais je pense que c'est important, tu sais, on veut tout être aimé. Souvent, j'ai pas nécessairement le discours auquel on s'attend quand je dis ça, mais on veut tout être aimé, on veut tout être accepté, puis je pense que c'est un des désirs les plus fondamentaux, les plus naturels qu'on peut avoir. Fait que, tu sais, ça exprime quelque chose de très touchant. Donc, je pense que c'est intéressant, puis c'est important de pas se blâmer pour ce désir-là de plaire ou de pas s'en vouloir, de pas se mépriser pour autant, mais de juste reconnaître, hein, tu veux être aimé. À toutes ces fois où tu as eu cette réflexion-là, tu veux être aimé, tu veux être accepté, tu veux être reconnu dans ce que tu es. Après, je pense que ça peut être super utile de remarquer, quand c'est un problème qui est récurrent, de remarquer dans quel contexte et auprès de qui c'est plus présent. Parce que des fois, c'est généralisé puis c'est vraiment avec tout le monde. Puis d'autres fois, on se rend compte qu'il y a des gens avec qui c'est un petit peu plus présent. Puis ça peut être intéressant de se questionner pourquoi. Ce que j'entends souvent, c'est que ça, tu vois, j'ai souvent des clients qui vont sentir ça avec des personnes en particulier dans leur entourage, puis on se rend compte que c'est des personnes qui sont effectivement dans le jugement, des personnes qui sont effectivement dans la compétition, c'est des personnes qui sont effectivement dans le culte, la beauté de la jeunesse, etc. Puis ça induit un malaise chez eux. Puis peut-être que ce malaise-là, la peur, hein, de leur regard, de leur départ, peut-être qu'il est approprié parce qu'il y a effectivement quelque chose. OK? Donc, c'est pas toujours erroné. Des fois, c'est correct. Des fois, c'est approprié. Puis, il y a des gens auprès de qui on se sent bien. Il y a des gens auprès de qui on se sent moins bien. Puis, c'est important de le reconnaître. Puis, c'est important de se donner le droit d'être moins à l'aise dans certains contextes ou face à certaines personnes. Après, si on sent que vraiment ça repose sur nos épaules, que c'est pas cette dynamique-là, cette relation-là qui peut induire ça chez soi, mais que c'est présent, de faire de la place à l'inconfort. De dire j'aime pas ça. Tu sais, des fois, il y a des choses qu'on fait, là, c'est plate, ça me tente pas, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Ben écoute, je m'expose à ça, je sais que j'aime pas ça, je veux être acceptée, je veux qu'on approuve ce que je suis. Peut-être qu'en ce moment, je cours le risque, hein, parce que je m'expose d'une certaine manière, parce que je me montre d'une certaine manière, peut-être que je cours le risque qu'il y ait un jugement, mais je suis prête à accepter qu'il y ait de la place pour ça. Accepter que ce soit inconfortable, accepter qu'il y aura parfois des regards, c'est possible. Je sais pas comment ça résonne de ton côté quand on dit, tu sais, faire un petit peu de place pour s'inconfort. Non, c'est clair. Puis je pense qu'en parallèle, plus tu travailles sur ton amour propre, moins le regard des autres te dérange aussi. Certainement. Parce que, en tout cas, dans mon cas, là, je parle par mon expérience personnelle, tu sais, plus j'ai appris, moi, à m'accepter, puis à mettre l'emphase sur qu'est-ce que mon corps pouvait faire versus à quoi il ressemblait. Et aussi me questionner sur ça vient de où ces croyances-là, que parce que je suis kinésiologue, je dois être 10% de gras, tu sais. Fait que, on parlait des couches tantôt, tu sais, je pense que plus tu travailles les autres couches aussi qui t'aident à avoir un amour propre, moins le regard des autres vont te déranger. Mais j'adore ce que tu dis, c'est quand même important, là. Je veux dire, moi aussi, quand les gens disent « je veux m'en foutre de qu'est-ce que les autres disent de moi », OK, mais tu sais, ce que ton conjoint, ce que ta mère, ce que ton enfant pense de toi, selon moi, c'est quand même un peu important.
Ben oui, on vit en société, on vit pas tout seul sur une île, là. Fait que j'aime beaucoup la nuance que tu apportes. Je pense que il y a beaucoup de femmes qui vont avoir des belles réflexions après la conversation d'aujourd'hui. Ben oui, mais c'est intéressant ce que tu dis. Tu sais, il y a la valeur qu'on s'accorde, puis de plus en plus, c'est un mal de la société. On a tendance à s'accorder de la valeur ou être satisfait de soi quand on a des feedbacks positifs. Hein. Les gens approuvent qui je suis, ce que je fais, ou quand on atteint des standards élevés. Donc, d'où l'importance de faire un travail au niveau de l'estime personnelle, que ta satisfaction à l'égard de la personne que t'es, ton sentiment de valeur personnelle provienne de toi, parce que toi, t'es content de ce que tu fais, parce que toi, t'es content de ce que tu es. Puis c'est un petit peu ça de dire, bon, ben écoute, essaye de trouver ton X, essaye de te rapprocher sur ton X, fais ce que tu as à faire, incarne ce que tu es, puis ben ça implique des fois que tout le monde n'approuve pas ce que tu es, puis c'est correct. Puis c'est pas super confortable, mais c'est correct parce que la récompense ou la tape dans le dos, c'est que toi, tu sais que t'es correct, que tu te rapproches de ton X, puis que tu es en phase avec la personne que tu veux être. Ouais, puis comment tu vas te sentir au quotidien en étant sur ton X puis en étant en phase avec la personne que tu es, ben ça devrait être ça la priorité numéro 1, tu sais. Mais c'est pas réaliste de dire moi je veux être complètement détaché des regards des autres, ça me glisse sur le dos. Ben on est des êtres sociaux, on est des êtres sensibles, on veut être aimé. Mais après c'est important, tu sais, ce qui arrive, c'est que souvent on peut se sacrifier qui on est, sacrifier notre tendance naturelle, spontanée pour devenir cette personne-là qui est attendue de notre environnement. Puis ça, c'est comme le chemin à éviter au maximum. Quand on sent qu'on va là, faut rewinder un petit peu, là, comme on dirait. Ouais, ça vient à la prise de conscience, hein. Donc, tout à fait. J'adore ça. Je pourrais parler de ce sujet pendant des heures. Où est-ce que les gens peuvent en apprendre plus sur toi, faire tes programmes éventuellement, travailler avec toi s'ils ressentent justement le besoin de faire le travail très profond, là? Oui. Ben écoute, on peut vraiment avoir tous les détails autour de mon approche, puis des services que j'offre sur mon site, donc meilleur et jour au pluriel.com. Puis on peut me voir aussi sur Instagram, Meilleur Jour. Et une bonne manière de découvrir mon univers, c'est vraiment de s'inscrire à l'infolettre. J'offre notamment des conseils vraiment pratiques sur comment, au quotidien, de manière facile, on peut transformer un petit peu le regard qu'on a sur son corps. Donc, je dirais que c'est les principales avis ici, là. Ouais, génial. Exact. Fait que je vais mettre ça aussi dans la description du podcast. Donc, ladies qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller connecter avec Charlotte. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup attiré rapidement quand je t'ai découvert à travers les réseaux sociaux. À l'automne 2021, c'était ça, c'est le côté très pratico-pratique. Ce que moi aussi, je mets beaucoup de l'avant dans mon coaching. Tu sais, c'est beau écouter des podcasts, écouter des conférences, écouter des stories sur Instagram, puis être inspiré, puis trouver ça bien beau, puis bien, tu sais, awesome. Mais si tu changes rien, puis t'es pas dans l'action concrètement avec des petites choses au quotidien, ben malheureusement, on va avoir les mêmes problématiques dans 10 ans, puis même dans 2 mois, là, tu sais. C'est ça. On veut voir les choses changer. Puis, tu sais, c'est individuellement, mais aussi collectivement. Tu sais, on parle de la condition féminine ici. On parle du bien-être de chaque femme. On veut voir les choses changer. Donc, voilà. Ouais. Puis, on veut que chaque femme goûte parce que ça me tient à cœur. Puis, je pense que toi aussi, je veux que chaque femme goûte à un sentiment de succès rapidement. Alors, puis ça, c'est comme la plus belle des tapes dans le dos, là, de ça bouge, ça s'améliore. C'est ça qu'on veut. Oui, vraiment, vraiment. Je finis chaque conversation avec la même question pour toutes mes invités. Donc, je suis curieuse d'avoir ta réponse. Quelle est ta citation préférée et pourquoi? Hey, est dure ta question. Mais c'est pas ma citation préférée. Ouais, c'est pas ma citation préférée, mais c'est quelque chose justement que j'ai dit à une femme il y a 1 heure et que je répète souvent, c'est suffisamment bien. Donc on est loin d'un proverbe chinois, là. Mais souvent on vise à faire parfaitement puis à être la meilleure version de soi-même, alors qu'on a besoin de faire suffisamment bien, d'être suffisamment bonne, d'être suffisamment belle pour évoluer en société puis être content de soi. Tu sais, on a besoin d'être suffisante. Je trouve ça enlève la pression. Ouais, exact. Voilà. Donc voilà. Bon, fait que merci pour cette conversation awesome et on va souhaiter aux femmes d'être suffisamment elles-mêmes. Oui. Merci Charlotte. Absolument. Ben merci à toi puis merci à celles qui nous ont écoutés. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.
Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.